Nous nous retrouvons pour une nouvelle table ronde. Nous allons parler agilité, mais avec un angle très différent, puisqu'il va s'agir de l'agilité de chacun d'entre nous, de l'agilité. On a appelé cette table ronde garder une posture agile tout au long de sa vie professionnelle. Mais ce qu'on se disait aussi entre nous, c'est être agile dans sa tête. En fait, comment est-ce que on a une posture qui reste agile? Comment est-ce qu'on reste souple, innovant, mobile, qu'on change de poste ou pas, qu'on change d'entreprise ou pas? Nos vies professionnelles sont longues. Il paraît qu'elles vont l'être de plus en plus. Et donc l'idée, c'est quand même de s'amuser, enfin de continuer de s'amuser. Et j'ai à côté de moi trois professionnels qui s'amusent et qui vont nous expliquer comment est-ce qu'ils restent agiles dans leur tête. Alors, Giovanni Capelli, bonjour. Vous êtes... Bonjour. Merci. Vous êtes DAF de Lennox. Vous nous expliquerez ce que c'est un groupe industriel basé à Lyon. Et vous avez cumulé, on le reverra, des formations, du coaching, des questions, enfin plein d'angles. Oui, tout à fait. Voilà, je m'appelle Giovanni. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en finance, notamment 9 ans en position de direction financière. Alors, on reviendra dessus. Juste un mot peut-être sur, Oui. sur Lennox. Vous faites quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis directeur financier d'une ETI industrielle qui produit et distribue du matériel de climatisation et de réfrigération. Donc c'est une entreprise de 600 personnes à peu près. Industriel. Industrielle, très industrielle. À vos côtés, Fabrice Coudray. Fabrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Director de l'activité Executive Search chez Robert Half. Alors, concrètement, vous êtes recruteur. Donc, ceux qui voudraient être très agiles peuvent se jeter sur Fabrice en sortant. Mais... Avec précaution. Oui, absolument. Je suis financier de formation et ça fait maintenant 25 ans quasiment que je suis dans le monde du recrutement et de la chasse. Je ferai le distinguo peut-être plus tard des deux métiers, mais ce n'est pas vraiment le propos du jour. Et effectivement, j'ai la chance d'observer la carrière de nombreux candidats depuis ces nombreuses années. Et je pense que l'agilité est au cœur de nos discussions avec beaucoup de gens. Et ce n'est pas, peut-être, on y reviendra tout à l'heure, la qualité première il y a quelques années des DAF. Ça, vous êtes méchant tout de suite, ça pose le début de la table ronde. J'ai dit avant. Le DAF, à l'époque où il était 1.0, on nous a dit ça tout à l'heure. Maintenant, le 4.0, il est trop agile. Pierre Guéguen, vous êtes CEO d'Ubister. Alors, un mot sur Ubister, puis on verra que vous aussi, à titre personnel, vous avez pas mal bougé. Alors, Ubister, ça vient de Ubi, qui veut dire partout, et Ster, en breton, ça veut dire les étoiles. En fait, nous, on est un intégrateur de solutions de gestion en cloud, uniquement. C'est notre rapport avec le ciel. Donc, je suis cofondateur de cette société qui a 10 ans aujourd'hui et qui revend des solutions essentiellement de SAP, mais aussi d'autres produits. On va commencer par vous. Pourquoi l'agilité, c'est important? Je pense que l'agilité, c'est fondamental. Vous parliez tout à l'heure de la durée de vie professionnelle. Comment on fait quand on a, comme moi, 30 ans d'expérience pour travailler dans de bonnes conditions avec quelqu'un qui a 2 ans d'expérience? Je crois que si on n'est pas agile dans son rapport avec les générations plus jeunes, on a de gros problèmes. Et je crois que l'agilité, pour moi, c'est d'être capable de comprendre, de s'approcher, d'essayer d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément ceux qu'on a eus quand on était en formation. Moi, je suis sorti des études il y a quand même 35 ans. Il y avait le téléphone. Hein. Oui, voilà. Et je pense que je m'entends bien avec les gens plus jeunes dans ma boîte parce que je fais l'effort de me rapprocher d'eux. Et puis surtout, ils me demandent de les comprendre. Et cette compréhension, c'est de l'agilité. Fabrice, hein, comment vous comprenez cette agilité dans la tête? Et puis vous disiez que vous voyez beaucoup de profils. Les gens sont tous agiles maintenant? Alors, je pense que derrière l'agilité, moi, je mets un autre principe qui est celui de cultiver son employabilité au fil des années, au fil d'une carrière. Et ça fait partie aussi, pour moi, des critères importants d'agilité et que je lie naturellement à comment on dynamise sa carrière. Alors, il peut y avoir... Pierre me faisait remarquer gentiment tout à l'heure, ça faisait 25 ans que j'étais dans la même maison et j'allais parler d'agilité. Il n'a pas tort. Est-ce que j'étais agile? Je ne sais pas. Mais j'ai eu plusieurs carrières en une et j'ai toujours essayé de garder...
comme le disait Pierre tout à l'heure, un enthousiasme multigénérationnel. Ça, c'est très important aussi, de se rapprocher de toutes les générations, de créer une dynamique dans les entreprises. Mais si on revient à soi, je pense que on parle des DAF, mais on peut parler des carrières en général, c'est que certaines personnes peuvent, dans une entreprise, ne pas se sentir agiles et la quitter pour justement creuser des terrains de jeu beaucoup plus agiles pour eux. Mais je pense que c'est aussi une question de mindset, c'est une question de tempérament, de mentalité et de vivre avec un peu son temps. Et aujourd'hui, celui qui n'est pas agile prend énormément de retard sur beaucoup de choses. Giovanni, comment tu vois cette agilité et pourquoi c'est important ? Tu es plus jeune que d'autres, j'ai pas fait de comparaison, mais à cette table. Oui, peut-être un petit peu plus jeune, mais voilà, en fait, on parle. Est-ce que l'agilité, est-ce que c'est une compétence ? On a un recruteur, on a des gens qui ont eu beaucoup d'expérience. Oui et non. Aujourd'hui, on essaye de trouver sa place, on essaye de s'adapter, se développer dans des systèmes ou des organisations qui peuvent être différentes et avec des personnes différentes, surtout quand on est un manager. C'est une discussion qu'on a eue à la préparation de cette table ronde. Pour moi, l'agilité, elle est très absolue, dans un sens où elle va nous permettre d'intégrer, de trouver des solutions, de travailler avec différentes personnes. Et alors qu'on parlait de compétences techniques, d'expertise, puis d'intelligence émotionnelle, c'était quelque chose aussi là, les 10 dernières années qui était assez forte. L'agilité, ça vient maintenant comme un terme qui nous permet en fait de tout faire. Et moi, c'est par le biais de mes expériences, si on revient sur mon cas, des expériences qui nous permettent d'appréhender des différences culturelles, des différences d'âge, tout à fait, et des différences aussi de management. Donc voilà. Alors, ça. Justement, un mot sur ton parcours peut-être. Tu es parti à l'étranger assez jeune, et qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que ça a changé ? Oui, j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans aux Pays-Bas, sur plusieurs pays d'Europe du Nord. Ça a changé énormément parce qu'il fallait gérer des personnes qui étaient hollandaises, par exemple, dans une autre langue. Donc il fallait comprendre les personnes, comprendre comment ces personnes voulaient travailler et aussi expliquer ce qu'il fallait faire d'une manière assez directe. Moi, j'ai eu la chance de faire du coaching, par exemple, pour développer cette compréhension de moi-même et du coup adapter mon style de management et le développer. Parce que, encore une fois, j'étais assez jeune. Et puis, au fil des années, en fait, je pense que mon agilité, elle est passée par l'écoute et travailler avec des gens qui sont plus seniors et en fait beaucoup d'imitation aussi. Fabrice, tu parlais tout à l'heure de l'employabilité. Concrètement, les entreprises qui te contactent pour recruter, elles te disent qu'elles veulent des gens qui ont eu beaucoup d'expérience, parce que l'agilité, c'est le terme de la journée, mais c'est aussi un mot un peu valise en ce moment. Tout le monde, on nous demande de l'agilité. Donc, quand on te demande ça, quand une entreprise te le demande, concrètement, elle demande quoi ? Difficile de répondre simplement à cette question parce qu'il n'y a pas un seul cas qui va ressembler à un autre. Et effectivement, l'entreprise, notamment dans les principes de chasse, va chercher quelqu'un qui va accompagner un projet sur les 5 ou 7 prochaines années. C'est une contribution économique forte à l'entreprise, c'est une contribution managériale où effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, on va chercher des gens qui vont être agiles, des gens mobiles intellectuellement. Ça, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi un capital d'expérience qui peut s'être forgé à travers 1, 2, 3 entreprises. Les cycles sont plus ou moins longs. On n'aime ou pas les carrières lisses. Certains les aiment, certains d'autres moins. On va critiquer des sauts de puce permanents. Mais justement, il peut y avoir aussi derrière une dynamique de carrière, je dirais, on forge un tempérament. Parce qu'on va se confronter à des cultures d'entreprise différentes, des stratégies différentes, des hommes et des femmes différentes, et qui font que, justement, on va regarder ce capital humain en même temps que le capital technique. Et c'est l'alchimie des deux que notre client va rechercher. Pierre, de votre côté, l'agilité, ça a été une compétence naturelle, comme disait Fabrice, ou c'est né d'un ensemble d'expériences ? Qu'est-ce que, avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi agile ? Avec beaucoup de recul. Moi, je pense que l'agilité, c'est se sentir bien partout.
J'ai commencé, donc j'ai eu une formation de finance, ensuite j'ai fait de l'audit interne dans un grand groupe, j'ai fait le tour du monde. Bon, je suis allé dans des pays exotiques, dans des pays un peu plus traditionnels, j'étais bien partout, j'ai fait toutes les cuisines, toutes les collaborations différentes. J'ai fait ensuite du conseil. J'ai fait de l'informatique, j'ai fait du management, j'ai fait du business développement en Europe centrale juste après l'effondrement du mur. Voilà. J'ai énormément appris à chacune de ces expériences. Et je crois que l'agilité, c'est la capacité à utiliser ce qui nous arrive là, que ce soit du cycle d'évolution naturelle ou des ruptures. Et se sentir bien même dans les ruptures, je pense que c'est important. Et je fais peut-être un peu le lien avec la voile. Moi, je fais beaucoup de bateaux. Quand la mer jolie est agréable, très bien. Mais quand on est dans la tempête, on sait qu'après, ce sera bien, même si on n'est pas très heureux d'être au milieu, quoi. Voilà. L'agilité, pour moi, c'est ça. C'est être bien un peu dans toutes les situations. Giovanni, une réaction, je te voyais... Non, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi arriver à sortir de sa zone de confort pour la développer. C'est habiter dans un autre pays, rencontrer de nouvelles personnes, travailler avec de nouvelles personnes et du coup les écouter pour s'en inspirer et prendre des risques. Et on ne peut pas être bien tout le temps dans toute situation, mais du coup ça va définir des stratégies d'adaptation qui sont hyper importantes dans une organisation, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Très concrètement, quelles sont les pistes que vous poussez, vers lesquelles vous orientez des jeunes ou des vieux? On a vu que ce n'était pas forcément corrélé, mais quand on veut bouger un peu, qu'est-ce que vous proposez comme piste? Qu'est-ce que vous pensez être efficace? On a entendu le mot coaching, on a entendu formation. Fabrice, ce n'est pas ton truc, le coaching, vas-y. Non, je vais être resté politiquement correct aujourd'hui, mais moi je pense... Le côté multiculturel est très important. Si on doit pousser les gens vers quelque chose, j'ai l'exemple de Pierre d'une carrière extraordinaire au niveau de l'agilité, mais c'est aussi, je le répète, un état d'esprit. Mais si quelqu'un doit à un moment donné s'ouvrir à vouloir un petit peu s'acculturer à autre chose et grandir de ses expériences, c'est vrai que les expériences à l'international sont très importantes parce que les cultures en Asie, c'est pas du tout comme aux États-Unis, ce qui n'est pas comme l'Angleterre, pas comme l'Allemagne ni la France. Et je pense que c'est très très formateur. Et aujourd'hui, dans certains comités de direction, on a 2, 3, 4 nationalités différentes. Et ce sont des volontés de gouvernance de pouvoir intégrer des cultures différentes, des formations académiques différentes, des mélanges d'impressions différents. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et tout le monde ne s'y sent pas à l'aise. Et c'est vrai que c'est là où on revient sur l'agilité, où les gens qui vont naviguer avec bonheur, parce que ça c'est important, et efficacité, on peut être efficace et malheureux, mais généralement si on est malheureux, on n'est pas efficace. Et je crois que si on est dans un monde, je dirais, dynamique, multiculturel, on va retrouver cette agilité naturelle qui fait grandir tout le monde, soi-même et les autres. Donc c'est pousser vers une multitude d'expériences, ou alors à un moment donné changer, tenter autre chose, sortir d'un grand groupe pour aller dans une PME. Il y a plein de choses à faire. Je crois que quelqu'un d'agile, c'est aussi quelqu'un qui prend les bonnes choses qui sont faites par les autres. Quelqu'un qui apprend de l'expérience des autres, qu'elle soit positive ou plus difficile, et qui le transforme. Je prends un exemple très concret. J'ai mis le siège du Bister en Bretagne, parce que je suis très militant de le développement économique de la Bretagne, au centre Bretagne, au milieu. Et pour pas que les salariés soient tout seuls, on a créé un centre de coworking autour. Et puis après, on a fait un réseau de coworking qui s'appelle bretagne-coworking.bzh. Voilà. Je pense que ça, c'est un élément important. Et pourquoi j'avais tout à fait confiance dans la réussite de ce centre de coworking en centre-Bretagne alors que personne ne savait ce que c'était? Parce que j'étais allé aux États-Unis et j'avais vu les centres de coworking qui marchaient au Texas, dans des endroits encore plus perdus que chez nous, quoi. Donc l'agilité, c'est aussi une certaine confiance dans sa capacité à faire des choses nouvelles, ou en tout cas différentes de celles auxquelles on pourrait s'attendre à côté. Tu parles de l'échange et des réseaux, ça me fait penser à des réseaux de cadres, des réseaux, on pense aux APM. Est-ce que vous êtes membre de ce type de réseau? Est-ce que c'est utile? Giovanni, tu t'impliques dans des... alors tu viens à des conférences, déjà, c'est bien.
Oui, oui, oui. Je suis membre de réseaux financiers du type DFCG, par exemple, qui ouvre à pas mal de choses. J'ai autofinancé une formation il y a quelques années dans une école de management autour de Lyon. Ça permet aussi de rentrer dans des réseaux assez intéressants. Parce que les écoles, elles se développent aussi avec des réseaux de professionnels qui sont très intéressants. Et ensuite, aujourd'hui, on a le téléphone, on a LinkedIn. Et en fait, c'est des outils qui sont très, très puissants justement pour s'informer et rencontrer des gens et s'inspirer de ce qui se fait. Et typiquement, ce genre de réunion, ça permet de reprendre des informations pour développer, je sais pas, notre agilité ou à minima avoir des nouvelles idées. Si on en a une à la fin d'une journée comme ça, c'est déjà quelque chose qui va nous faire grandir. Tu parlais de la formation, donc peut-être un point sur cette formation, puis j'aimerais demander à tes voisins aussi si c'est intéressant de reprendre une formation. L'idée, c'est que tu as fait une formation, tu avais déjà eu une bonne tranche de carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu cherchais dans cette formation? Est-ce que ça te l'a apporté? Et voilà, est-ce que tu recommandes un MBA, une formation complémentaire? Tout est possible? Oui, parce que un pour le réseau et puis deux, c'était une formation en fait pas finance, c'était du design thinking et de la RSE. Donc c'est aussi des problématiques qui sont extrêmement importantes d'actualité. Et en plus c'était en Finlande, donc voilà, moi j'aime voyager. On parlait de l'Asie, j'y ai vécu 1 an aussi. Et je pense qu'en fait dans les expériences à l'international, ce qui est important, c'est pas d'être à l'international, mais c'est de comprendre ce qui se passe et de s'informer. Parce qu'on peut très très facilement tomber dans une expérience où on voit des choses, où on juge des choses, de par le biais de nos valeurs, etc., sans les comprendre. Et dans mon parcours, donc presque 10 ans dans différents pays, j'ai souvent mis du temps à comprendre vraiment ce que les mots voulaient dire, ce que les actes voulaient dire, etc. etc. Et ça, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert. Et on peut du coup l'utiliser quand on gère une équipe de 5, 10, 20 personnes ou autres, et dans nos relations en fait, avec des personnes qui aujourd'hui dans des sociétés vont être françaises, indiennes, américaines, etc. etc. Pierre, je vous voyais réagir sur la bulle. Il faut éviter d'être en bulle à l'étranger, c'est possible, c'est ça que ça veut dire. Totalement, je pense qu'on doit partir du principe qu'on se forme tous les jours. Il faut absolument se former. Et moi, je pousse le truc tellement. Je donne des cours depuis 25 ans à des étudiants et j'apprends énormément, autant qu'eux, je pense. Je leur pose des questions, je leur dis, vous pensez quoi? Quelle est votre réaction? Comment vous feriez? Etc. Je suis par exemple fasciné de voir à quelle vitesse ils apprennent l'usage des logiciels qu'on vend, par exemple du SAP. À quelle vitesse ils sont capables d'utiliser très rapidement. Voilà, quand j'ai commencé à démarrer, il fallait former les gens sur les nouveaux outils. Donc, ce que j'ai intégré, c'est que les gens plus de la vingtaine, de la trentaine, sont extrêmement rapides dans certains domaines. Ils le sont peut-être un peu moins dans d'autres. Et en être parfaitement conscient, je pense que c'est ça être agile. C'est pouvoir remettre un peu en perspective les talents de ceux qui nous entourent, des choses qu'on ne voit pas forcément comme ça. Et bien ça s'acquiert de manière un peu formelle en considérant qu'on est dans un apprentissage permanent. 2 points. D'abord, Fabrice, je voudrais vous entendre sur les formations. Et les formations en milieu de vie, c'est un plus ou pas forcément du point de vue du recruteur? Disons qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les formations, parce que si on arrive un petit peu de manière brute en disant je fais un MBA, je vais changer de job, je vais gagner 30% de plus, la réponse est non. Ça, c'est faux. Ça ne sera pas immédiat. Le retour sur investissement sera sans doute un peu plus long. Et puis, comme le disait Giovanni, on a un réseau énorme. Si on fait un MBA à l'INSEAD, c'est vrai que le carnet d'adresse, c'est sympa, et HEC également. Derrière ça, la formation au milieu de carrière démontre naturellement une mobilité intellectuelle, une remise en cause, une volonté de grandir, une volonté d'apprendre, une volonté de se challenger soi-même. Et ça, c'est un point positif. C'est cette lecture-là que j'ai souvent quand je suis sur un parcours d'un candidat qui a pu faire une formation en milieu de carrière. C'est plus de voir la capacité de remise en cause et de volonté d'aller de l'avant. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est entre les lignes, Pierre, vous avez l'air de dire que les jeunes sont différents, alors sont plus agiles sur certains. On lit beaucoup, on entend beaucoup qu'il y a quasiment une rupture là, sur la dernière génération. Oui. Alors, ouais, je vous écoute. J'allais dire le mot rupture.
Moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps, OK, boomer. C'était dit à un moment où ça pouvait être considéré comme étant vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je l'intègre. Moi, je travaille avec des gens qui sont jeunes. Il y en a certains dans la pièce ici. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a effectivement une rupture. Cette rupture, c'est lié au village mondial, c'est lié à l'Internet, évidemment, c'est lié à la capacité qu'ont les gens de se parler beaucoup plus facilement maintenant. Ça, il faut l'intégrer, cette rupture, parce qu'il y a des éléments derrière que l'on ne maîtrise pas complètement, qu'on ne comprend pas de manière évidente. Et c'est par la formation, c'est par l'échange qu'on essaie de comprendre ça. Et cette agilité, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière un paravent. On voit les étudiants qui ont l'air tout gentils. Et on fait des surprises quand ceux de l'agro disaient l'autre jour nous bifurquons. C'est-à-dire, on refuse le monde tel qu'il nous est imposé, etc. Ce matin, j'ai entendu des discours, moi, qui sont le contraire de la bifurcation. Être agile, c'est comprendre qu'il y a des gens qui veulent bifurquer. Et que ces gens-là, c'est une réalité dans le monde. Et si on considère que, on parlait ce matin de green et de durable, etc., il y a des gens qui considèrent que le mot croissance durable, ça ne va pas ensemble. Voilà. Quelqu'un d'agile, c'est quelqu'un qui intègre ce que ça veut dire que de considérer que la croissance peut ne pas être durable. Voilà. C'est parce que les ruptures sont là. Et les ruptures ont toujours existé. C'est pas la première rupture que vit le monde. Il suffit de regarder l'histoire. Fermer les yeux devant, je crois, c'est courir à sa perte. Giovanni, les plus jeunes que vous sont vraiment différents? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est différent, c'est que notre monde bouge très très vite. Donc c'est difficile en fait d'anticiper ce qui va se passer. Et du coup, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Ça, c'est clair. Et les plus jeunes, ils vont avoir des attentes et des valeurs qui sont aussi différentes. Parce qu'ils ont vu un modèle qui ne fonctionnait pas forcément, ils ont vu leurs parents perdre des emplois, ils ont vu des formations évoluer, etc. Mon sentiment, c'est qu'il y a un espèce de détachement sur les plus jeunes par rapport à l'offre qu'on propose. Donc il faut arriver à s'adapter et à motiver différemment. Maintenant, ça dépend aussi dans quel pays on habite, de qu'est-ce que les entreprises proposent. Et au final, c'est quand même les jeunes, c'est aussi ceux qui travaillent qui changent, qui changent le monde. Donc à partir de là, c'est dur de juger les générations. On va avoir des gens plus âgés, plus seniors, très très mobiles, très très agiles, très très libres dans leur esprit, et des jeunes, au contraire, qui vont être figés dans une position et vont vouloir beaucoup de stabilité. Moi, ça m'est arrivé de recruter des jeunes qui voulaient un plan de carrière défini, et c'est ça qui les rassurait. Donc, c'est dur d'avoir un avis pour moi sur l'âge. Fabrice, un mot en compliment? Je pense que les exigences, les attentes ont évolué considérablement et peuvent être parfois surprenantes. Giovanni disait, j'entends des jeunes souhaiter un plan de carrière, d'autres, c'est un mot pour eux grossier. Donc, certains zappent, d'autres pas. Leurs choix sont très déterminés. Ils savent très bien pourquoi ils font des choix. Ils vont plus vite que nous, il y a 20 ans ou 25 ans, beaucoup plus vite. Et c'est à nous de travailler. Et c'est l'aspect multigénérationnel, je trouve, qui est extraordinaire. C'est d'avoir une pyramide très bien structurée de générations dans une entreprise. C'est là où on est encore plus fort que les autres. Je reviens un peu sur les moyens de progresser chacun d'entre nous. Si certains, on a évoqué les formations, on a évoqué les réseaux. Peut-être sur l'inspiration, où est-ce qu'on peut aller chercher des inspirations? C'était un des mots que vous aviez pas mal évoqué les uns et les autres en amont. Où est-ce que concrètement vous vous inspirez? Moi, je lis la presse papier tous les jours. Je crois que ce qui est très important, c'est le travail des journalistes. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes journaliste, mais je suis abonné au Monde depuis 35 ans. Ils ne m'ont même pas fait de réduction. Et pourquoi? Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de l'analyse. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui réfléchissent, etc. Et il faut mélanger. Il ne faut pas lire toujours le même journal. Je ne dis pas que Le Monde. Il faut mélanger un peu les sources. Mais il faut que ces sources soient déjà des sources analysées. Je crois qu'il n'y a pas de choses compliquées. Moi, je dis aux étudiants, lisez tous les jours l'édito du Monde, parce que c'est une synthèse de ce qu'il faut savoir sur un point important.
je leur dis aussi, lisez derrière les quelques pages. Et quand je demande à un groupe de 30 combien lisent un journal papier tous les jours, à votre avis, il y en a combien qui lèvent le doigt? Sur 35? Et ils lisent pas, certains c'est Ouest France, et Ouest France c'est très bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sont pas des quotidiens. Et je pense que ça, c'est un danger. Hein, parce que ça veut dire aussi que, comme le disait très justement Giovanni, on va plus vite, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont un petit peu dans leur bulle de jeunesse, entre guillemets, ou dans leur monde. Voilà. Et je pense que le travail des analystes, des journalistes est fondamental. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour vers ça aujourd'hui. Hein. On a besoin de gens éclairants. Des gens dont c'est le métier d'éclairer les autres. Et c'est notamment le travail des journalistes. Giovanni, une réaction peut-être, puis je voulais aussi vous ramener sur le coaching. Vous avez évoqué le fait d'avoir fait appel à un coaching. C'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de sa vie, ou vous l'aviez fait pour répondre à un besoin précis? Qu'est-ce que vous suggérez en matière de coaching? Ça aide à passer une étape? C'est quoi l'objectif? Oui, peut-être j'ai un point de vue différent de Fabrice. Moi, c'était dans un contexte de prise de position de directeur financier. J'avais 27 ans et du coup, c'était aussi en Hollande. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais fait avant. En fait, le coaching, ça dépend de la relation qu'on va construire avec sa coach, premièrement. Ça peut être fait par un manager avec ses employés s'il y a un intérêt. Et ça apprend à se connaître. C'est la seule chose que ça fait, la seule, mais la chose importante, je pense. La première chose à savoir, c'est dès qu'on se connaît, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on accepte, on sait ce qu'on n'accepte pas. Et du coup, on a des leviers extrêmement forts pour se développer. Parce qu'on ne va pas perdre de temps à ne pas comprendre ce qu'on fait et à ne pas comprendre où on veut aller. Et en tout cas, dans mon cas, ça a été le cas. Et moi, j'encourage beaucoup de monde, j'encourage tout le monde en fait à passer par cette étape. Donc voilà, parce que pour moi, ça a fonctionné. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur en fait de découvrir des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit, ça fait partie de l'agilité. Il faut savoir qu'on ne sait pas tout. Il faut savoir qu'il y a des choses hors de nos scopes qu'on ne sait pas. Il faut savoir qu'on voit les choses avec nos filtres, quoi qu'il arrive. Et si on sait ça, forcément, on sait qu'on n'est pas objectif sur les situations. Donc, je pense que dans une carrière, c'est important. Et après, il y a plein d'autres outils de développement. Mais se connaître, en tout cas dans mon cas, ça a été le déclencheur pour me faire plaisir dans ma carrière jusque-là. Je voulais retourner un peu la posture. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un point d'attention sur lequel vous souhaitez attirer le regard de nos auditeurs? Pour moi, je pense qu'il faut savoir où on va. Donc, il faut avoir une vision un peu lointaine. Mais il ne faut surtout pas être fixe, déterminé dans la trajectoire pour atteindre ce point. Voilà. Il faut dire qu'il y en a une qui est comme ça. On peut tourner. Voilà. Mais il faut savoir où on va. Je vais reprendre une phrase qui m'a été donnée par un président de société pour qui j'ai travaillé juste à la sortie des premiers confinements, et qui me dit: Fabrice, j'ai besoin de vous voir parce que je vais me faire quelques ajustements dans mon comité de direction. J'avais des capitaines de temps calme et en fait j'ai besoin de capitaines de tempête. Et c'était lourd de sens parce qu'effectivement le casting a changé, parce que ça ne veut pas dire que les hommes sont devenus moins bons, mais l'adaptation par rapport à des situations difficiles était peut-être pas parfaite. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on est soi-même un capitaine de temps calme, mais on traverse des tempêtes? Pierre faisait tout à l'heure l'allusion. Et je crois qu'il faut être capable d'être les deux. C'est là où je pense qu'on est agile. Giovanni, un point d'attention, toi aussi? Qu'est-ce qui te fait peur là? En fait, je pense qu'il faut justement avoir peur de rien. Ce que je disais un peu au début, on ne perd pas à essayer des choses, on ne perd pas à être créatif, même quand on est directeur financier, même quand on est dans des emplois qui paraissent sérieux. En fait, il faut vraiment tester les choses avec respect, des lois, par exemple, etc., et du cadre. Mais en fait,
il y a des gens qui sont faits pour l'être. Je pense aussi que c'est un mindset, ce que disait Fabrice. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour se développer de cette manière. Mais par contre, quand on est dans cette dynamique, par exemple, on peut se faire plaisir sur beaucoup de sujets et c'est indéfini. L'agilité est indéfinie et du coup, je rejoins aussi, on apprend tous les jours quand on est intéressé par notre environnement. Ce que j'allais dire en vous écoutant là, je ne sais pas si c'est les spots, quand on préparait, vous aviez tous une passion, un bonheur qui était peut-être supérieur à celui que vous trahissez maintenant. Donc là tu viens de citer, parler de passion et d'enthousiasme aussi, mais je suis peut-être intimidée, mais vous êtes d'accord avec moi sur cette passion qui vous anime, c'est le cœur de cette agilité? Moi, je pense qu'il faut tout le temps vouloir être étonné, vouloir être surpris. Il faut effectivement avoir des attentes, mais c'est tellement bien de découvrir autre chose, de ne pas savoir pendant un court instant quels sont ses repères, et puis après en trouver d'autres. Parce que quand on trouve nous-mêmes d'autres repères, on sort pas forcément plus fort, mais on se sent bien. Je pense que l'agilité, c'est aussi se sentir bien. En guise de conclusion, un message fort sur Fabrice. Je pense que tu disais qu'on était des passionnés et enthousiastes. Je pense que je fais un métier de passion, sinon je ne l'aurais pas fait si longtemps et j'ai envie de le faire encore longtemps. Je me nourris de toutes les rencontres que je peux faire au quotidien et j'ai la chance de rencontrer énormément de gens différents entre mes candidats et mes clients. De me nourrir de ça, ça nourrit la passion. Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est quel est mon degré de passion par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et essayer de s'auto-mesurer par rapport à ça. Et si ce n'est pas satisfaisant, si vous n'êtes pas satisfait avec cet enthousiasme que vous devez avoir par rapport à vos enjeux professionnels, c'est peut-être le moment de faire autre chose et de bouger. Giovanni, ton message? Moi, je ramènerais en conclusion plutôt sur l'humain. On n'a parlé que de ça. On a beaucoup parlé de ça, mais il faut rester humble face à toutes les situations qu'on rencontre. Et je reviendrai sur l'inspiration par les autres, quels qu'ils soient étudiants, qu'ils soient senior managers, qu'ils soient, etc., etc. Je pense qu'il faut privilégier ça. Et en fait, dans notre vie, c'est ça qui amènera la passion et c'est ça qui amènera notre développement et notre satisfaction d'avoir passé une bonne journée. Donc moi, je ramènerais quand même l'agilité sur la préoccupation et l'intérêt pour les autres. Pierre, le mot de la fin? Et puis je pense qu'il y a un vrai défi, rester agile, c'est aussi se sentir capable d'accompagner les évolutions fortes. Et aujourd'hui, les évolutions fortes, elles sont dans la transition écologique, dans la transition énergétique, qui doivent être suivies par l'économie et pas le contraire, comme l'a dit notre Premier ministre récemment. Et je pense que pour réussir cette évolution, il faut être agile. Et je crois que, et c'est un message très très positif, c'est que j'observe, j'ai 4 enfants qui sont jeunes, qui ont la trentaine, ils sont tous très agiles à cet égard. Et je pense que ça c'est très très positif et moi ça me fait très chaud au cœur. Merci beaucoup à tous les 3 et on va tous rester passionnés.